Je suis une femme de carrière qui en est à sa 5e année de mariage. La solitude ne réside pas dans les montagnes, mais plutôt dans les rues bondées. Ceux d'entre nous qui ont grandi sans famille, comme moi, seraient certainement d'accord. Ce n'est pas que nous ressentions constamment l'absence de notre famille, mais plutôt que pendant les vacances ou à Noël, lorsque nous voyons les autres entourés de leurs proches, le poids de notre propre solitude devient évident. Je me suis retrouvée dans une situation similaire lorsque je me suis mariée. Cependant, le mariage s'est accompagné du défi de créer des liens avec ma nouvelle belle famille. Je ne voulais pas revenir à l'époque où j'étais toute seule. Ainsi, pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé le courage d'embrasser ma famille actuelle, qui m'a acceptée comme l'une des siennes. En ce qui concerne mon enfance, je n'ai que très peu de souvenirs. J'ai été abandonnée par mes parents dans un parc, et c'est un vendeur de ballons qui m'a trouvée et m'a gentiment emmenée au poste de police le plus proche. De là, j'ai été placée dans un orphelinat. Peut-être à cause du grave traumatisme de l'abandon, je suis tombée gravement malade, avec une forte fièvre, peu de temps après mon arrivée dans l'établissement. Par conséquent, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé avant l'âge de 7 ans. Parfois, je me demande s'il est heureux que je ne me souvienne pas de mes premières années. Quel genre d'enfance aurais-je eu avec des parents capables d'abandonner leur propre enfant? L'ignorance peut parfois être un bonheur quand on n'a rien à se rappeler et personne à regretter. Cependant, il y a eu une personne dans ma vie que je n'ai pas pu oublier. Le vendeur de ballons compatissant qui m'a trouvé en train de pleurer dans le parc et m'a amené au poste de police. Bien que je ne me souvienne pas personnellement qu'il m'ait emmené là-bas, il me rendait souvent visite à l'orphelinat, me racontant les événements de ce jour-là. Malgré la douleur associée à ce souvenir, je comprends l'importance de le reconnaître. Peut-être, si vous avez de la chance, découvrirez-vous des traces qui vous mèneront à vos propres parents. Étant moi-même parent, je pense que vos parents ne vous ont pas abandonné sans raison. Ils devaient avoir leurs propres circonstances. Essayez d'envisager cette situation sous un angle positif. Il est possible que tes parents t'aient cherché sans relâche à travers le pays, comme le font souvent les parents qui ont perdu leur enfant. On peut avoir l'impression de manger sans vraiment savourer la nourriture, et on peut avoir l'impression de vivre sans vraiment faire l'expérience de la vie. Il est donc essentiel que vous n'oubliez jamais vos parents et que vous essayiez de vous souvenir autant que possible. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? Ces paroles étaient peut-être dures, mais au fond de moi, je sentais qu'il espérait sincèrement que je retrouve mes parents. Il m'a rendu visite fréquemment, m'encourageant et me guidant, mais les enfants adoraient les ballons qu'on leur donnait. Ils étaient ravis lorsqu'ils façonnaient les ballons à longs bâtons en chien de caniche ou en épée en les tournant habilement. Cependant, leur fascination s'est rapidement transformée en peur lorsqu'ils ont remarqué le tigre sombre tatoué sur son bras droit. À sa simple vue, les enfants se dispersent et se cachent, craignant d'établir un contact visuel avec lui. La seule personne qui est restée à ses côtés, c'est moi. Il s'est confié à moi, m'expliquant qu'il s'était fait tatouer dans sa jeunesse et son insouciance pour se réveiller. Ce qui n'était qu'un petit chat s'est transformé en un tigre massif, semblable à ceux que l'on trouve dans les Andes. Il m'a demandé si j'avais peur du tigre, son inquiétude se lisant dans ses yeux. En réponse, j'ai placé un pansement sur son tatouage, le rassurant sur le fait qu'il ne serait plus effrayant. Il a regardé le pansement sur son bras pendant un long moment avant de me prendre dans ses bras, les épaules tremblantes et les larmes aux yeux. Je feignis l'ignorance, refusant de reconnaître ses larmes. Il semblait pleurer, mais je ne pouvais pas lui faire comprendre que je le savais. Après ce jour, l'homme au ballon cessa de rendre visite à l'orphelinat. Le temps a passé, et j'ai grandi, passant de 9 ans à l'entrée au collège. Sans photo, mes souvenirs de l'homme au ballon se sont peu à peu estompés. Cependant, la seule chose qui restait gravée dans mon esprit était le tatouage de tigre sur son bras. La puberté a fait naître en moi un nouveau silence. Je ne parlais pratiquement pas à l'orphelinat ou à l'école, comme si j'étais invisible. J'avais compris très tôt qu'il n'y avait personne pour me protéger ou se tenir à mes côtés. La question « Tes parents viennent-ils à l'école demain ?» était très redoutée par ceux d'entre nous qui n'avaient pas de parents. La seule façon d'éviter de l'entendre était de ne donner aucune raison à qui que ce soit de la poser.
Un vieux dicton dit qu'une belle fille doit fermer les yeux et les oreilles et à peine respirer. Je l'ai pris à cœur et j'ai évité de me mêler des affaires des autres, vivant en quasi-isolement pour me protéger. C'est ainsi que j'ai gagné le surnom de fille invisible. Je me fermais les yeux et les oreilles, refusant de reconnaître tout acte répréhensible ou toute accusation injuste portée à l'encontre des autres. Il était clair que je n'avais pas d'amis, et honnêtement, je n'en désirais pas. Je ne voulais pas être un ami déloyal, vu que je n'avais personne avec qui traîner. Au lieu de cela, je passais mon temps libre à étudier et à lire des livres, trouvant du réconfort dans l'odeur de renfermer des pages de vieux livres qui imprégnaient la bibliothèque. J'avais une idée en tête. Je voulais que mon nom soit associé à chaque livre de la bibliothèque de l'école en tant qu'emprunteur. C'est devenu un défi personnel, un jeu auquel je jouais avec moi-même, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me plonger dans la lecture. Peu à peu, cette habitude a commencé à combler un vide en moi. Cependant, à l'approche de la remise des diplômes, je me suis rendu compte que la bibliothèque de l'école contenait bien plus de livres que je ne l'avais imaginé. En conciliant mes études pour les examens du SAT, j'ai eu du mal à trouver du temps pour la lecture, mais grâce à mes lectures régulières, j'ai excellé dans la rédaction d'un essai et j'ai obtenu la première place, ce qui a grandement contribué à mon acceptation à l'université. Mes compétences en matière d'écriture ont joué un rôle important en faisant pencher le comité d'admission en ma faveur. En termes de résultats scolaires, mes notes et mes scores au SAT étaient impressionnants. Cependant, les contraintes financières ont constitué un défi majeur. Selon la politique de l'orphelinat, je devais partir une fois que j'aurais obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. L'orphelinat m'a fourni une petite somme d'argent pour la caution locative, mais j'ai dû me débrouiller toute seule à partir de ce moment-là. Le rêve d'aller à l'université semblait presque impossible en raison des frais de scolarité et des frais de subsistance élevés, qui représentaient un fardeau considérable. J'ai durement compris ce que cela signifiait d'être sans parents, alors que d'autres personnes ayant des notes plus faibles ne pouvaient pas aller à l'université. Moi, qui avais de bonnes notes, j'étais toujours confrontée au même dilemme. J'avais l'impression de me rendre aux circonstances et de renoncer à ma propre vie. Alors que mes camarades étaient occupés à se préparer pour l'université, je me retrouvais piégée dans un état de désespoir, incapable d'agir. Puis, un jour, le directeur de l'orphelinat m'a convoqué d'urgence. J'ai supposé qu'il s'agissait de ma sortie de l'orphelinat, j'ai donc pris une grande respiration et je suis allée le voir. Mais il m'a fait part d'une chose tout à fait inattendue. Il m'a dit, « Johanna, je crois que tu pourras aller à l'université, il y a quelqu'un qui est prêt à parrainer ton éducation. » Non seulement cela, mais cette personne propose également de soutenir tes études à l'étranger si tu le souhaites. Était-ce réel ou juste un rêve? Le directeur semblait encore plus enthousiaste que moi et m'a assuré que c'était bien réel. Il m'a demandé de préparer mon essai, en insistant sur le fait que je ne devais pas rater une occasion aussi remarquable. J'avais du mal à y croire. En quittant le bureau du directeur, j'ai ressenti un sentiment d'incrédulité et d'étonnement. J'avais l'impression d'être devenue l'héroïne d'une histoire moderne de Cendrillon. À partir de ce jour, je me suis sérieusement consacrée à la préparation de la dissertation. J'ai pratiquement vécu à la bibliothèque de l'école, me plongeant dans des livres sur les dissertations, résolvant de nombreux problèmes de mots et cherchant des conseils auprès de mon professeur d'anglais. L'entrée à l'université a été un privilège que je n'aurais jamais cru connaître un jour. Je me suis installée dans le dortoir juste avant le début du semestre, partageant une chambre avec un colocataire, un concept qui ne m'était pas familier mais qui n'était pas un défi en raison de mon éducation dans un environnement de groupe à l'orphelinat. Les installations étaient de premier ordre et la proximité des salles de classe et des bibliothèques ajoutait à la commodité. Je suis reconnaissante à mon parrain, qui a généreusement pris en charge mes frais de scolarité et m'a versé une allocation confortable. Après mes études, j'ai bénéficié d'un mode de vie luxueux. Grâce à mes bonnes notes, j'ai eu l'occasion d'étudier à l'étranger, en Europe. Dans le cadre d'un échange d'étudiants avec une université sœur de la nôtre, je suis partie pour l'Angleterre une semaine avant le début de mon aventure universitaire. Avant mon départ, je suis retournée à l'orphelinat, ma ville natale en quelque sorte,
pour passer du temps avec les enfants et demander conseil au directeur. Exprimant mon désir de rencontrer mon parrain, le directeur me l'a déconseillé, expliquant la condition d'anonymat liée au soutien. Malgré mon désir, j'ai obtempéré et j'ai décidé de lui faire part de ma gratitude par le biais d'une lettre sincère. Quelques jours plus tard, alors que j'étais en Angleterre, le directeur m'a annoncé qu'il avait remis ma lettre au parrain anonyme. Le message du parrain m'encourageait à rester en bonne santé et à revenir après avoir terminé mes études. 4 années enrichissantes d'éducation européenne plus tard, je suis retournée aux États-Unis. Désireuse de lancer ma carrière, après avoir effectué un stage dans une entreprise internationale de renom en Angleterre, j'ai postulé auprès de 5 entreprises et obtenu des entretiens avec 3 d'entre elles. Les dates d'entretien imminentes ont toutefois déclenché une perte soudaine de confiance en soi. La concurrence intense, avec des candidats hautement qualifiés au parcours brillant, a alimenté mon anxiété. Ce que j'avais craint devenait réalité. Lorsque j'ai dû faire face à l'échec de mon premier entretien d'embauche, je me suis sentie inquiète. Mais recevoir une lettre de refus, confirmant que je n'avais pas obtenu le poste, m'a rendu craintif. J'ai commencé à me demander ce que je ferais si j'échouais aux 2 autres entretiens. Mes inquiétudes se sont accrues. La directrice de l'orphelinat où je vivais m'a réconfortée, m'assurant que ce n'était pas la fin et qu'il était trop tôt pour être déçu. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de penser à mon parrain, qui avait tant investi en moi. L'idée de les décevoir me pesait lourdement. Je savais que je me sentirais très mal si j'échouais cette fois-ci. Heureusement, j'ai réussi les 2 entretiens et j'ai eu la possibilité de choisir entre 2 offres d'emploi. Enfin, lorsque j'ai reçu la lettre de confirmation, j'ai pu pousser un soupir de soulagement, même si je n'ai pas montré mon bonheur à l'extérieur. À l'intérieur, j'étais tourmentée par les soucis. Trouver un emploi n'est pas tout dans la vie, mais cela a joué un rôle important dans mon parcours. À l'âge de 27 ans, j'ai enfin pu voler de mes propres ailes et devenir indépendante. Juste avant mon premier jour de travail, j'ai écrit une lettre sincère à mon parrain, lui exprimant ma gratitude pour m'avoir donné la chance d'étudier dans un environnement merveilleux qui m'a permis de trouver un emploi dans une grande entreprise. Je lui ai également fait part de mon désir de le rencontrer en personne et de le remercier comme il se doit. Cependant, à mon grand désarroi, le parrain a décliné l'invitation par l'intermédiaire du directeur de mon orphelinat. Il m'a fait comprendre que maintenant que j'avais fait mon premier pas dans le monde, il était temps pour moi de compter sur mes propres forces et de voler de mes propres ailes. C'était la 2e fois qu'un parrain refusait de me rencontrer. À partir de ce moment-là, je me suis abstenue d'exprimer mon souhait de le rencontrer. Néanmoins, j'ai toujours gardé au fond de mon cœur ma reconnaissance pour lui et j'ai décidé d'aider d'autres personnes dans le besoin. Je pensais que c'était ma façon de montrer ma gratitude à mon parrain, au cas où je rencontrerais un jour quelqu'un dans une situation similaire à la mienne. Lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis trouvée très occupée, comme c'est le cas pour tous les nouveaux employés. Le lieu de travail était complètement différent de ce que j'avais appris à l'école. J'ai dû faire face à une courbe d'apprentissage abrupte et consacrer toute mon énergie à m'adapter à ce nouvel environnement. Après avoir travaillé avec diligence, j'ai été promue au poste de directrice adjointe en l'espace de 3 ans. Un jour, le directeur de mon orphelinat est venu me rendre visite au travail à l'heure du déjeuner. En guise de remerciement, je l'ai emmené dans un restaurant voisin, mais à ma grande surprise, il m'a proposé un rendez-vous à l'aveugle. Je n'étais pas intéressée par le mariage à l'époque. Il m'a toutefois assuré que cela ne signifiait pas que je devais me marier tout de suite. Il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qu'il estimait beaucoup et qu'il ne voulait pas que je rate l'occasion de le rencontrer. Il m'a encouragée à rencontrer cette personne et m'a expliqué que je pouvais refuser par la suite si je n'étais pas intéressée. Au départ, compte tenu de votre concentration sur les études et le travail, la perspective d'une rencontre ne vous a jamais effleuré l'esprit. Malgré mon manque d'intérêt pour un mariage arrangé par le directeur, je n'ai pas pu refuser. À contre-séure, j'ai accepté de rencontrer mon futur partenaire, envisageant une rencontre décontractée. Cependant, alors que j'arrivais à l'endroit désigné, l'homme assis près de la fenêtre s'est rapidement levé, se révélant être mon rendez-vous aveugle. Contrairement à mes attentes, l'atmosphère était plus sérieuse que prévu.
Même s'il manquait de finesse dans le traitement d'une dame, sa nature prévenante me mettait à l'aise. La facilité de la conversation a suggéré une décision délibérée du directeur et de ses parents de nous permettre une rencontre privée, ce qui a favorisé la création d'un lien. À notre grande surprise, nous avons découvert que nous avions fréquenté le même établissement d'enseignement supérieur. Il m'a révélé sa formation en informatique et son rôle actuel de programmeur dans ma jeunesse. La solitude m'accompagnait souvent en raison des obligations professionnelles de mes parents. Cette solitude a conduit à un lien fort avec mon compagnon de tous les instants, l'ordinateur. Malgré les réprimandes de mon père, cette relation a façonné ma carrière et ma réussite financière. Lorsqu'on m'interrogeait sur mes centres d'intérêt, je partageais mon amour de la lecture, nourri par le temps passé à la bibliothèque depuis l'enfance. Cette habitude a perduré jusqu'à l'âge adulte, me poussant à fréquenter les bibliothèques publiques pendant mes jours de congé. À ma grande surprise, mon ami potentiel m'a proposé de passer d'activités solitaires à des expériences partagées. Bien qu'hésitante au début, la perspective de me faire un ami après 3 décennies m'a séduite. Notre première rencontre décontractée a eu lieu naturellement un samedi, dépassant les limites d'un rendez-vous à l'aveugle traditionnel. Vêtus de tenues décontractées, nous avons exploré un village artistique accueillant une exposition d'art médiatique dans une usine désaffectée, intitulée Memory. L'exposition mêlait harmonieusement des éléments de haute technologie et de l'art pour évoquer des émotions humaines. Les vitrines présentaient des scènes poignantes, comme celle d'un enfant se hissant sur la pointe des pieds pour récupérer un ballon rouge perdu qui s'élevait dans le ciel. Les ballons, qui symbolisent les moments perdus de l'enfance, sont présentés dans des couleurs vives. Au fur et à mesure que chaque ballon éclatait, des vidéos d'accompagnement décrivaient des scènes d'innocence et de nostalgie, créant ainsi une tapisserie d'émotions. Au milieu de l'environnement ancien de la cour de récréation de l'école de Narrow Street, les souvenirs s'entremêlaient, une mosaïque de jeux d'enfance et de poupées chéries d'autrefois. La vidéo, apparemment banale, m'a captivé pendant une longue période. Elle a déclenché la résurrection de fragments provenant des profondeurs de souvenirs oubliés lorsque j'avais 7 ans, des moments que je croyais irrémédiablement perdus. Là, dans la bobine, je pouvais discerner les contours de ma maison et la présence réconfortante de mes parents. Je me souviens très bien avoir serré la main de mon père alors que nous nous rendions à l'hôpital, où ma mère malade luttait contre l'emprise d'un respirateur et finissait par succomber. Les larmes ont marqué le moment où mon père et moi nous sommes tenus, accablés de chagrin, devant le portrait de ma mère lors des funérailles. La première fête des mères qui a suivi son décès a marqué ma séparation d'avec mon père. Lors d'une scène poignante, il a répondu à ma demande d'aller dans un parc d'attractions, en état d'ébriété et effondré. Ses yeux enfoncés rencontrèrent les miens et il me conduisit non pas à la fête foraine, mais à un parc voisin, près d'un barrage. Alors que j'attendais sur un banc qu'il achète une boisson, un orage inattendu dispersa brusquement les pique-niqueurs, ne laissant que moi et un vendeur de ballons solitaires. Dans l'instantané de mon dernier souvenir d'enfance, les mains de l'homme au ballon se sont entrelacées avec les miennes, laissant une marque indélébile. Ce souvenir a surgi de manière inattendue en moi, m'a fait perdre le souffle et pleurer, attirant l'attention des badauds lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Mon compagnon, sentant ma détresse, a drapé sa veste sur moi et m'a enlacé tendrement. Le voyage de retour a été marqué par mes pleurs prolongés, et c'est moi qui ai engagé la conversation, m'excusant pour ce débordement émotionnel et expliquant l'afflux de souvenirs d'enfance. Sa réponse, bien plus consolante que tous les mots que j'avais entendus, m'a fait comprendre que sa présence à mes côtés dans ce moment de vulnérabilité était un coup de chance. C'était la première fois que j'éprouvais le désir de compter sur quelqu'un pour me débarrasser des secrets bien gardés de mon passé. Dans les jours qui ont suivi notre séparation, mon partenaire a gardé ses distances. Le 3e jour, le regret s'est emparé de moi, me reprochant d'avoir succombé aux courants émotionnels du moment. Les enfants se comportaient comme des êtres soumis, approuvant immédiatement les déclarations oppressives de leur père. Je me suis retrouvée dans une position difficile, déchirée entre mon désir d'épanouissement personnel et la pression de me conformer aux attentes de la société. Malgré mon hésitation initiale, j'ai décidé de parler pour moi.
J'ai calmement expliqué que j'avais travaillé dur pour construire ma carrière et que j'avais l'intention de continuer à travailler même après le mariage. Je croyais fermement que les femmes devaient avoir la liberté de poursuivre leurs ambitions professionnelles en même temps que leur vie personnelle. Ma réponse a semblé stupéfier son père, qui a paru déconcerté par mon assurance. Il a accepté ma réponse à contre-séhure, mais son silence glacial témoignait de sa désapprobation. Il était clair que cet état d'esprit patriarcal continuerait à assombrir notre relation. Au début de notre vie de couple, je ne pouvais pas ignorer les implications du comportement de mon beau-père. Il continuait à nous imposer sa volonté, contrôlant tous les aspects de notre vie. Sa domination se manifestait non seulement à l'intérieur des murs de son entreprise, mais aussi dans les limites de notre maison. Malgré ces difficultés, je suis restée déterminée à affirmer mon indépendance. J'ai poursuivi activement ma carrière, refusant d'être confinée au rôle de simple ménagère. Heureusement, mon mari a soutenu mes aspirations, se révélant être un partenaire qui appréciait mes rêves et mes ambitions. Au fil du temps, l'emprise de mon beau-père sur notre vie s'est relâchée. Car il a commencé à se rendre compte de la force et de la détermination qui m'habitaient. Son attitude s'est adoucie et il a progressivement reconnu ma valeur au-delà des rôles traditionnels qu'il m'avait imposés. Bien que nos fréquentations aient pu être peu conventionnelles, notre mariage est devenu un témoignage du pouvoir de la résilience et du respect mutuel. Ensemble, nous avons défié les attentes de la société et forgé un partenariat fondé sur l'égalité et des objectifs communs. En fin de compte, notre amour a triomphé des contraintes de la tradition et des préjugés. Nous avons démontré qu'un mariage peut s'épanouir lorsque les deux partenaires sont autorisés à s'épanouir, à poursuivre leur passion individuelle tout en se soutenant mutuellement. Notre voyage m'a appris l'importance de se défendre, même face à l'opposition. Il m'a rappelé que l'amour ne devrait jamais exiger de sacrifier son identité ou ses ambitions. Avec de la détermination et une foi inébranlable en soi, chacun peut tracer son propre chemin vers le bonheur et l'épanouissement, indépendamment des normes sociétales. Alors que j'ouvrais la bouche, je savais que ma réponse déterminerait si je serais acceptée pour épouser son fils ou non. Au fond de moi, je voulais continuer à travailler, mais je savais que sa nature patriarcale désapprouverait mon choix. Cependant, je ne voulais pas abandonner le bon travail que j'avais obtenu en si peu de temps. Plusieurs pensées se sont bousculées dans mon esprit. Je voulais poursuivre ma carrière. J'avais compté sur l'aide des autres pendant si longtemps, et maintenant que je gagnais enfin mon propre argent, je ne voulais pas dépendre du soutien de mon futur mari. Cela me semblait être un gaspillage de tout le temps et de tous les efforts que j'avais consacrés à mon indépendance. Je m'excuse si ma réponse n'est pas celle que vous attendiez, mais je ne peux pas vous mentir. Le père de mon fiancé m'a regardé en silence lorsque j'ai fini de parler. Il a éclaté de rire. « Tu as réussi !» s'est-il exclamé. « Bien sûr, tu devrais continuer à travailler. » Combien de temps as-tu investi dans ta carrière? J'ai entendu dire que vous aviez même étudié à l'étranger, ce qui a dû nécessiter un investissement financier important. Quel que soit votre sexe, si vous en avez les capacités, vous devriez contribuer à la société. Son approbation m'a fait me sentir validée. C'était comme si je venais de recevoir une signature pour un projet. Cependant, sa femme semblait mécontente, mais elle ne pouvait pas exprimer sa désapprobation face à l'approbation de son mari pour notre mariage. Nous avons immédiatement commencé les préparatifs du mariage. Moins de 6 mois se sont écoulés depuis notre premier rendez-vous à l'aveugle. Un jour, sa mère m'a invité chez elle pour me donner la liste des articles à préparer pour le mariage. Traditionnellement, c'est la mère de la mariée qui s'occupe de ces préparatifs, mais comme je n'avais pas de mère, je me sentais mal à l'aise. De plus, les articles figurant sur la liste étaient au-dessus de mes moyens. Cependant, je ne voulais pas accabler mon fiancé avec cela, alors j'ai gardé mes inquiétudes pour moi. Quelques jours plus tard, son père m'a appelé chez eux. Je préférerais un mariage traditionnel plutôt qu'un mariage à l'hôtel, m'a-t-il dit. Je pense qu'il est préférable de suivre la tradition plutôt que de déranger des parents éloignés en achetant des cadeaux de mariage, etc. Organisons un mariage simple et intime avec nos familles respectives et offrons un dîner aux invités. C'était l'idéal pour moi,
car je n'avais pas de père pour me guider dans l'allée d'une salle de mariage chic. En outre, je n'avais ni amis ni parents à inviter à un tel événement, j'ai accueilli tout le monde à bras ouverts en tant qu'invité. Cependant, ma belle-mère avait une opinion différente, bien que non exprimée, craignant la réaction potentielle de son mari. Elle a exprimé son mécontentement à voix basse. Ayant déjà dépensé généreusement pour les cadeaux de mariage des autres, elle s'interrogeait sur la nécessité de renoncer à notre tour. La frustration était palpable, mais son mari lui a conseillé de garder ses pensées pour elle. Si tu dois te parler à toi-même, fais-le en silence. Pris dans la tension, je me suis abstenue de répondre immédiatement par égard pour ma belle-mère. Mon mari est alors intervenu, proposant une discussion privée sur le sujet. Alors qu'il envisageait la possibilité d'éviter les cadeaux de mariage, son père s'est interposé, le coupant au milieu de sa phrase « Je n'ai pas fini de parler », a protesté mon mari, qui s'est vu répondre par un avertissement sévère de ne plus parler de cadeaux de mariage. Le désaccord est apparu lorsque mon beau-père a déclaré sans équivoque « Je n'ai besoin d'aucun de ces cadeaux, alors n'en prenez pas ». Il a rejeté l'attente traditionnelle de dot élaborée pour la belle-fille, la jugeant déraisonnable, ajoutant que notre fils n'était pas assez extraordinaire pour justifier de tels cadeaux. Il a suggéré de renoncer aux préparatifs du mariage, concluant ainsi la question de manière décisive. Ma belle-mère, dont les plans élaborés pour les cadeaux de mariage étaient en désordre, a froncé les sourcils, mais semblait déterminée à ne pas s'avouer vaincue. Personnellement, je ne pouvais pas permettre que le mariage ait lieu sans les cadeaux habituels. Je me demandais pourquoi notre famille, contrairement à d'autres, devait recevoir une belle-fille les mains vides. Étant entrée dans la famille en tant que seconde épouse et ayant élevé Jonathan avec dévouement, je n'avais jamais rien demandé en retour. Cependant, je ne pouvais pas céder cette fois-ci, je désirais la reconnaissance et le traitement d'une belle-mère, comme n'importe qui d'autre. Défiée par ma belle-mère, j'ai fait valoir ma position, affirmant que la compensation pour l'éducation d'un fils devait être demandée à Jonathan, et non imposée à l'innocente belle-fille. Malgré ma détermination, ma belle-mère m'a accusé d'imiter les mélodrames des feuilletons, menaçant de me renvoyer dans ma famille si je persistais. Sans me décourager, j'ai mis fin à la discussion, laissant ma belle-mère dans l'impossibilité d'exprimer d'autres objections en raison de la domination de son mari. Par la suite, nous avons vécu séparément, les tensions non résolues perdurant dans l'air. Mon beau-père a pris la décision unilatéralement. Avec le temps, j'ai commencé à reconsidérer la question et j'ai réalisé que le véritable vainqueur n'était peut-être pas mon beau-père mais, en fait, moi-même. Le mariage traditionnel, ostensiblement pour moi, m'a permis de garder confidentiel mon passé d'orpheline. L'interdiction des cadeaux de mariage et des journaux intimes était, étonnamment, à mon avantage. J'ai également accepté la décision de mon beau-père de nous faire vivre séparément, reconnaissant que c'était sa façon de considérer ma situation. Bien que son approche ait été quelque peu autoritaire, je pouvais sentir qu'il se souciait de moi. En revanche, ma belle-mère s'est opposée avec véhémence aux décisions de mon beau-père. Malgré le mariage traditionnel et la proximité de notre maison de jeunes mariés, ma belle-mère, qui avait l'habitude de nous rendre visite et de nous harceler, n'avait plus le droit d'entrer par décret de son mari. Cette décision a apporté un soulagement bienvenu, nous permettant, mon mari et moi, de savourer notre vie de jeunes mariés. Un an après le début de notre mariage, nous avons appris une nouvelle choquante: mon beau-père a été victime d'une attaque cérébrale qui l'a laissé partiellement paralysé. Son attitude confiante a disparu, remplacée par celle d'une personne incapable de communiquer en raison de troubles de l'élocution. À la suite de cette tragédie, ma belle-mère, autrefois opprimée, a trouvé la liberté en prenant en charge l'entreprise de son mari, négligeant ses tâches ménagères pour passer ses week-ends à jouer au golf avec des amis. En semaine, une infirmière salariée s'occupait de mon beau-père, mais les week-ends, la responsabilité nous incombait, à mon mari et à moi. En apprenant l'état de mon beau-père, la directrice de l'orphelinat s'est précipitée à notre secours, exprimant sa profonde inquiétude. Tentant de communiquer, mon beau-père, frustré par ses difficultés d'élocution, essayait d'écrire des messages énigmatiques. Consciente de son désir de secret, je lui ai fourni un stylo et un bloc-notes, et il a écrit de manière cryptique: « Ne dites rien à mon sujet ». Le fardeau de la prise en charge de mon beau-père s'étirant sur plus d'un an,
mon mari et moi. Nous sommes sentis de plus en plus fatigués. J'ai assumé davantage de responsabilités les week-ends, m'occupant des soins sans relâche. Reprenant mes activités professionnelles, j'ai constaté que ma belle-mère négligeait les besoins de son mari et ne se souciait guère de son bien-être. Elle partait toujours tôt au travail et rentrait tard, attribuant son absence à son travail exigeant, comme me l'a dit l'infirmière. Elle passait souvent ses nuits loin de la maison, laissant son mari sans surveillance. Frustré par cette situation insoutenable, j'ai décidé de prendre un congé d'une demi-journée et de me rendre sur le lieu de travail de mon beau-père pour confronter ma belle-mère. Il était difficile d'entamer une conversation à la maison avec mon beau-père, mais mes efforts ont été contrariés par son absence lorsque j'ai essayé de la contacter avant ma visite. Elle a insisté sur le fait qu'elle était au travail et qu'elle ne pouvait pas partir en raison d'une augmentation des commandes. Cependant, en inspectant la chaîne de montage de l'usine, j'ai découvert que la moitié des lignes étaient à l'arrêt et qu'il n'y avait qu'une poignée d'employés présents. Une enquête auprès d'un contremaître de l'usine a révélé une situation commerciale désastreuse. La faillite de l'entreprise due à la mauvaise gestion de la femme du patron et de son jeune frère. Malgré de bonnes ventes, ils ne parvenaient pas à payer les salaires et les fournisseurs en temps voulu, ce qui entraînait le départ des employés et l'arrêt des approvisionnements. La chute s'est poursuivie lorsque ma femme, ma belle-mère, s'est lancée dans des dépenses somptuaires, achetant des articles de luxe et changeant de voiture. Bien que l'entreprise soit au bord du gouffre, elle ne s'est pas présentée au travail pendant des mois. De manière choquante, elle a modifié l'entreprise en optant pour des produits moins chers en provenance de Chine, s'aliénant ainsi les clients habituels. Consterné par la situation, j'ai décidé d'intervenir, rompant avec ma position habituelle de non-intervention. Dans un premier temps, j'ai informé mon mari de la situation précaire de l'usine, en cachant les détails à ma belle-mère. Pour aller plus loin, j'ai engagé un détective privé pour surveiller ses activités pendant le week-end. Alors que je m'occupais seule de mon beau-père un dimanche, j'ai été confrontée à un défi inattendu, la nécessité de lui faire prendre un bain. Mon mari étant occupé à l'usine, je me suis retrouvée à aider mon beau-père dans une situation plutôt gênante, ce qui m'a beaucoup éloignée de mes habitudes. En outre, il a indiqué qu'il ne voyait pas la nécessité d'un lavage rapide, affirmant que la transpiration n'était pas un problème pressant. Cependant, compte tenu de l'importance de la transpiration, il n'était pas question de remettre la propreté à plus tard. Nous avons opté pour des linges humides pour le nettoyer, en évitant soigneusement ses parties intimes. Alors qu'il retirait sa chemise pour la laver, mon attention a été attirée par un tatouage familier sur son bras droit, le tigre de l'homme au ballon. Surpris par cette révélation, mon beau-père s'est empressé de dissimuler le tatouage avec sa main gauche. Semblant troublé et marmonnant des mots que j'ai eu du mal à comprendre, il semblait avoir un besoin urgent de contacter le directeur de l'orphelinat et de vérifier s'il était bien l'homme au ballon. Lorsque je lui ai demandé comment j'avais découvert son secret, il s'est avoué vaincu, reconnaissant qu'il était inutile de continuer à se cacher. Il a révélé qu'il était le parrain anonyme qui m'avait soutenu. Malgré sa demande de confidentialité, il a exprimé son désir de me considérer comme sa belle-fille et de me traiter comme sa propre fille. Le rendez-vous arrangé à l'aveugle, qui avait abouti à une connexion réussie, lui avait procuré une immense joie. Cependant, le récit de l'homme au ballon est resté une affaire clandestine connue uniquement de lui et de moi, à l'exclusion même de mon mari et de ma belle-mère. En apprenant cela, j'ai ressenti une grande chaleur et je me suis précipitée dans la chambre de mon beau-père, où je l'ai serré fort dans mes bras, les larmes aux yeux. Je lui ai reproché de ne pas avoir révélé son identité plus tôt, lui faisant part du profond sentiment de nostalgie et de la peur de l'abandon qui me hantait depuis si longtemps. Je me suis excusée de ne pas l'avoir reconnu plus tôt et j'ai demandé son pardon. Mon beau-père m'a tendrement caressé les cheveux de sa main handicapée, les larmes aux yeux. Son étreinte m'a semblé aussi chaleureuse et réconfortante qu'autrefois. Quelques jours plus tard, un détective privé m'a contacté et m'a révélé que ma belle-mère avait détourné les biens de son mari, détourné des fonds sur les comptes de sa famille et entretenu une relation secrète avec le chauffeur de la voiture de fonction. Mon mari et moi avons consulté un avocat et rencontré le contremaître de l'usine pour discuter du sort de l'usine. Le contremaître a exprimé son intérêt pour la gestion de l'usine et a proposé un loyer mensuel
étant donné qu'il n'avait pas les moyens financiers d'en devenir propriétaire. Confrontés à des options limitées, nous avons accepté cet arrangement. Peu de temps après, ma belle-mère s'est à nouveau rendue chez nous. Il semble qu'un avis juridique ait été envoyé à l'appartement où elle vivait avec son amant, ce qui a provoqué une dispute entre nous. Elle a mis en doute mon audace de porter plainte contre ma belle-mère et de porter l'affaire devant les tribunaux. Elle s'est moquée de mon passé d'orpheline et a suggéré que je ne serais pas en sécurité dans cette situation. J'ai répliqué en soulignant que son beau-père était désormais affaibli et qu'il n'était plus en mesure de subvenir à ses besoins. J'ai insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter, puisqu'elle n'aurait plus personne à ses côtés. Toutefois, j'ai précisé que j'avais le soutien de mon mari et de mon beau-père, et que la loi me serait favorable. Pour insister sur ce point, j'ai mentionné que son amant avait fourni la preuve qu'elle avait détourné les fonds de mon beau-père. J'ai souligné ses propres choix imprudents, comme le fait d'abandonner son mari malade pour vivre avec son amant. J'ai insisté sur le fait que ces actes étaient méprisables et qu'elle ne devait pas s'attendre à un traitement humain de ma part. Par frustration, je l'ai poussée dehors et j'ai fermé la porte tandis qu'elle continuait à sonner et à frapper. J'ai alors tenté d'écouter sa conversation téléphonique et j'ai découvert qu'elle se disputait avec son amant. J'ai fait remarquer qu'elle aurait dû faire confiance à quelqu'un de digne de confiance. Elle a fini par comprendre qu'une relation fondée sur l'argent finirait par s'effondrer à cause de l'argent. Elle a ensuite été arrêtée pour détournement de fonds, ce qui nous a permis de récupérer une partie des biens et des fonds qu'elle avait pris. Cependant, elle avait déjà dépensé une somme importante, ce qui n'a permis de récupérer qu'une partie de l'argent. Malgré cela, nous avons intenté une action en justice pour continuer à la tourmenter à vie. En conséquence, mon mari et moi avons emménagé chez mon beau-père pour assurer son bien-être sans être débordés. Nous avons même engagé une infirmière supplémentaire pour les week-ends, en suivant les instructions du mémo de mon beau-père. En fait, cette situation nous a appris que la confiance et les relations authentiques ont plus de valeur que la richesse matérielle. Cette connaissance nous a motivés à nous battre pour la justice et à demander une restitution partielle de l'argent volé. Même s'il est possible que nous ne récupérions jamais la totalité de la somme, notre objectif était de faire en sorte que ces personnes subissent les conséquences de leurs actes. J'ai eu le plaisir de rencontrer l'homme au ballon et je réside actuellement en sa compagnie. Il m'a soutenu dans ma vie, agissant comme un beau-père, et je lui rends l'appareil en tant que belle-fille. Après avoir bénéficié de son soutien pendant une longue période, le moment est venu pour moi de lui apporter mon soutien en retour en me tenant à ses côtés. J'apprécie sincèrement que vous prêtiez l'oreille à mon récit. N'hésitez pas à m'encourager et à laisser vos commentaires perspicaces dans la section des commentaires. Le fait de vous abonner et d'aimer mon contenu me serait d'une grande utilité. Je vous souhaite une excellente journée.